Ça n'a pas été facile de te rencontrer. Tu es doctorant en médecine et aujourd'hui on te reçoit pour parler du VIH-Sida, cette maladie qui ne tue pas. Je ne sais pas pourquoi on passe le temps à dire au quotidien dans les débats et les articles scientifiques que ça tue et on va traiter cette thématique dans cette vidéo. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Que le sida ne tue pas. Tu dis que le sida ne tue pas. C'est ce que tu es venu démontrer, non? Si ça tue, tu es donc venu pourquoi? Tu dis que le sida ne tue Sida, pas. Sida, on connaît le sujet déjà. Ça passe sur les réseaux quotidiens, on parle de sida. Oh, Non, je crois qu'on va arrêter un peu le podcast ici. Moi, je pars. Tu dis que le sida ne tue pas. Attends, si ça peut donc tuer, c'est que la vidéo aussi va donc servir à quoi? Puisque le but est de sensibiliser, du fait que les gens sont... Pardon, moi, je pars. Mais... Donc, je me suis trompé de podcast. Attends, je regarde encore bien dans mon bloc-notes. Yeah. Bonsoir, Chris. Comment tu vas? Bonsoir, Quentin. Je vais bien. Et toi? Ça va, ça va. On est là, on essaye de faire en sorte que les difficultés du quotidien ne réussissent pas à nous vaincre. Et l'objectif de la rencontre, c'est de mieux comprendre cette pathologie. C'est-à-dire, c'est quoi effectivement qu'on appelle le sida? C'est quoi qu'on appelle le VIH-Sida? Est-ce que le sida, c'est vraiment une maladie? Et est-ce que c'est prouvé que ça tue? Donc, est-ce que après avoir été porteur du virus du VIH-Sida, est-ce que voilà, nous sommes prédestinés seulement à mourir, il n'y a pas de solution à ça? L'idée de la rencontre, c'est que les gens puissent comprendre de la manière la plus facile possible le VIH. Bon, forcément, on va se dire que, ok, pourquoi c'est toi qu'on choisit comme personne ressource pour parler de cette thématique? Je vais donc t'inviter gentiment à te présenter. Bon, moi, c'est à ma naissance. Mes parents m'ont donné le nom de Tim Cap Backup Chris Jordan. Donc, je suis étudiant en médecine, en 6e année médecine. Et bon, je suis ravi d'avoir été à l'honneur d'assister à ce podcast. Ok. Il faut préciser que justement, c'est une thématique que tu traites depuis, puisque au quotidien, on te voit très mobilisé pour tout ce qui est sensibilisation, pour tout ce qui est encouragement aux personnes de se dépister, de se faire dépister, et ainsi que des exposés et des conférences que tu as eu à présider, si je peux dire comme ça, autour de la thématique. Pourquoi cet attachement à cette thématique-là? En effet, parce que c'est une pathologie qui est déjà assez fréquente dans nos différents milieux. Présentement, je suis en stage à l'hôpital central de Boma, ou encore appelé AGR Boma. Et là-bas, il y a un très grand nombre de cas de VIH-Sida. Ça veut dire, désolé, ça veut dire c'est le centre de prise en charge. Voilà, exactement. C'est un centre de prise en charge des patients avec VIH-Sida. Okay. Donc, du coup, on reçoit pas mal de personnes qui en souffrent. Et l'idée m'a été échoua de parler de d'avoir en fait mis un certain accent particulier sur cette thématique parce que j'ai vu beaucoup de personnes mourir de cette pathologie et de façon atroce. Il y a même de cela quelques jours où nous avons perdu une dame. La façon dont, bon, cliniquement, quand elle se présentait visiblement, vous constatez que c'est vraiment dangereux. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit parler seulement. Donc, quand vous-même vous vivez de façon réelle comment c'est en train de la mordre de façon globale. Donc, c'est vu cet ensemble de choses-là, vu ces nombres de patients qui sont morts à cause de cette pathologie que j'ai pensé, ou alors nous avons pensé, mettre un accent particulier sur tout ce qui est sensibilisation de cette pathologie, afin d'éviter la survenue de cette pathologie et même aussi de permettre à ce que beaucoup de personnes, ceux qui ne sont pas informés,
ceux qui possèdent en fait, ceux qui sont infectés, mais qui sont stigmatisés, qui restent à la maison, d'aller vers des centres adéquats pour pouvoir être pris en charge. Ok, merci. On entre mieux maintenant dans en fait, l'explication de pourquoi tu t'es donné justement cette tâche-là. Bon, il faut préciser, ce n'est pas la seule tâche. Tu es un étudiant en médecine, donc c'est l'éviction de toute maladie possible. Et justement, la première mission, c'est la médecine préventive. Donc, il faut justement sensibiliser tout ce qui est partage d'informations. Et je te remercie déjà au passage d'avoir accepté de répondre à certaines de mes questions qui sont beaucoup plus celles de... C'est moi qui te remercie. Ok, qui sont aussi beaucoup plus celles de ceux qui suivent la chaîne. Ils veulent savoir c'est quoi le sida. Pourquoi on dit souvent VIH-sida? Pourquoi on dit souvent sida? Donc, allons vraiment comme si la vidéo était destinée à la mère qui vend les beignets au quartier, qui s'est arrêtée au CM2 parce que les parents ont dit que ok, tu es déjà mariable. Elle a arrêté les études. Donc, on veut vraiment comprendre c'est quoi déjà le sida, c'est quoi le VIH-sida, c'est quoi le VIH. Ce qu'il faut d'abord commencer à comprendre, c'est que beaucoup de personnes confondent ces infections à VIH et VIH. Le VIH, c'est juste un virus. De façon étymologique, c'est un sigle en fait qui signifie virus d'immunodéficience humaine. Donc, c'est tout simplement le virus qui est responsable de l'infection à VIH. Maintenant, l'infection à VIH, c'est la pathologie alors qui est causée par le VIH, qui est le virus. Donc, l'infection à VIH, c'est une maladie infectieuse qui est d'origine virale causée par le virus, qui est causée par le virus de l'immunodéficience humaine. Maintenant, le sida, c'est tout simplement, en abrégé, c'est un syndrome, de façon détaillée, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Acquise parce que ça s'acquiert avec le temps. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent naître avec le VIH, avec l'infection à VIH, mais ça peut être acquis. En fait, oui. Donc là, on est tous avec un système immunitaire qui est déjà bien constitué, sauf que avec certaines pathologies, on peut arriver à un sida, donc un syndrome de l'immunodéficience acquise. Ok. Donc, ça veut dire, le VIH, c'est le virus, un peu comme on dit peut-être le coronavirus, que tu peux choper dehors en fonction des voies par lesquelles le coronavirus se chope. Le VIH, c'est le nom du virus qui donne le sida. Exactement. Alors, quand tu es infecté par le VIH, ça veut dire tu as inhalé, toujours en fonction, bon, je ne peux pas dire inhalé, bon, disons, comment dire, tu as pris en toi le virus du VIH-Sida en fonction des voies par lesquelles ça se transmet aussi. On va revenir dessus. Et le sida, tu as défini comme étant le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, ça veut dire, c'est un syndrome d'immunodéficience, donc une déficience immunitaire. Je veux un peu que tu expliques chaque mot-clé pour qu'on puisse bien comprendre lorsqu'on parle de syndrome d'immunodéficience acquise. Ok. Lorsque on parle de syndrome, le syndrome regroupe déjà l'ensemble de plusieurs signes ou symptômes. Maintenant, le terme immunodéficience, immuno, c'est en rapport avec le système immunitaire, le système de défense. C'est un peu comme par exemple la police ou alors la gendarmerie qui défend l'ensemble d'un pays, qui protège un pays. Maintenant, lorsqu'on dit déficient, c'est dans le sens, lorsqu'on dit que quelque chose est déficient, ça veut dire c'est déjà altéré ou alors c'est déjà détruit, ce n'est plus capable d'assurer, donc c'est déficient, ce n'est plus capable d'assurer la fonction normale. Alors, maintenant, si on veut associer déficience, qui est l'altération ou alors la destruction, avec le terme immuno, on va parler d'une destruction du système immunitaire. Voilà. Maintenant, acquise, c'est quelque chose qu'on acquiert, donc on ne naît pas avec.
Ok. Donc, maintenant, si on veut résumer le terme de syndrome d'immunodéficience humaine, c'est tout simplement un ensemble, un syndrome d'immunodéficience acquise, autant pour moi, c'est tout simplement l'ensemble des signes et symptômes secondaires ou alors qui sont causés par une destruction du système immunitaire, mais qui a été acquis. Ok. Ok. Donc, ça veut dire, lorsqu'on on a une infection à VIH, à ce moment, on ne peut pas encore dire que ce monsieur a le sida. Parce qu'il ne présente pas encore ces signes. Exactement. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure que ça évolue, tu vas arriver au moment où tu as justement le sida, qui est le syndrome. Tu as défini syndrome comme ensemble de signes qui font penser peut-être à une pathologie précise. Exactement. Voilà. Exactement. C'est même, partant même de là, ce qu'il faut savoir, c'est que le sida, c'est vrai que c'est associé à l'infection à VIH, mais il n'y a pas que le sida qui peut entraîner un syndrome d'immunodéficience acquise. Il y a plusieurs maladies qui peuvent, ou alors même la consommation peut-être de certains médicaments, je crois comme les corticoïdes, qui peuvent aussi aboutir à un sida. C'est vrai qu'actuellement, quand on parle de sida, on a toujours tendance à rallier, justement à penser directement à l'infection à VIH. Okay. Mais l'infection à VIH n'est pas la seule infection qui est capable de donner un sida. Sida, ce n'est rien d'autre que le syndrome de l'immunodéficience acquise. Ce n'est que ça. Donc, si une pathologie, par exemple, je vais prendre peut-être un cancer peut être à la base d'un sida. Un cancer peut entraîner, par exemple, un sida. Parce que ça peut détruire le système immunitaire. Exactement, parce que ça peut altérer le système immunitaire. Et si le système immunitaire est défaillant, il y aura un ensemble de manifestations cliniques qui vont former le syndrome de l'immunodéficience acquise. D'accord. C'est important de clarifier ça parce qu'il y a des gens qui vont te dire au quartier que je préfère avoir le diabète que d'avoir le VIH-Sida. Alors que le diabète lui-même peut conduire à une immunodéficience. Exactement. Ok. Merci déjà pour ces différentes clarifications. Ok, moi aussi, je bois ma part. Et le pamplemousse. Ça pique vraiment. J'ai acheté ça. C'était en promotion. Mais on m'a facturé ça au prix normal. Et quand je sors et donne ma facture au vigile, il déchire, mais il reste avec. Du coup, je n'ai pas aussi pensé. C'est quand il compte encore mon arrière. Mais j'ai vu ça en promotion à tel prix. Et je vois on a enlevé le double dans ma facture. Donc, où je suis là, ma tête chauffe. Mais bon, c'est pour l'amour de la science. C'est moi, je rentre là-bas. Tu vas rentrer là-bas? Je rentre là-bas. Moi, je vais rentrer là-bas. Je vais demander que ouvre tes mains, donne-moi les factures. Je ne sais pas pourquoi quand ils coupent, ils partent avec la facture. Oui, il reste avec la facture. Et aussi, comme tu te dis que bon, c'est un achat banal, tu pars. Justement. Si je savais, je prenais. D'habitude, je prends souvent. Ouais, c'est toi les factures. En tout cas, j'ai retenu la leçon. Bon, pour revenir à la thématique. Et comment se transmet donc ce VIH, cette infection à VIH? Comment est-ce que ça se transmet? Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que la transmission peut être verticale, peut être horizontale. Verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. Oui, il y a des femmes enceintes qui sont porteurs du VIH et qui peuvent transmettre cela à leurs enfants. Là, on parle d'une transmission verticale. Alors, la transmission peut également être horizontale, c'est-à-dire d'une personne lambda qui est porteur du VIH à une personne saine. Maintenant, dans la transmission horizontale, il y a plusieurs voies de transmission. Okay. Les transmissions peuvent être soit par la voie sexuelle, soit par la voie sanguine, ou alors par, je crois que c'est beaucoup plus les deux là, par la voie sexuelle et par la voie sanguine. Donc ça, ce sont les deux principales voies qui sont mises en évidence. Maintenant, à côté de ça, il y a des liquides biologiques, surtout lors de la transmission sexuelle. Donc par voie sexuelle, il y a des liquides biologiques qui sont infectés. Je vais prendre l'exemple ici des sécrétions salivaires,
des sécrétions, de la salive. Je vais prendre le cas ici des sécrétions vaginales qui peuvent être infectées par le VIH. Oui, et à part ça aussi, il y a le sperme, il y a le sperme, il y a aussi le lait maternel, qui sont des liquides biologiques qui peuvent être, comment on dit, qui peuvent être porteurs, qui portent en fait le virus à VIH et qui peuvent être sujets à la transmission par voie sexuelle. Ok. Oui, donc pour résumer, pour revenir à ce que je disais, il y a deux modes de transmission. Il y a la transmission directe et la transmission, il y a la transmission horizontale et verticale. La transmission horizontale concerne une personne saine, une personne porteur du VIH avec une personne qui ne porte pas le virus. Maintenant, la transmission verticale se fait de la mère à l'enfant, surtout lorsque soit l'enfant est en train de sortir des voies génitales de la maman, ou alors même même lorsqu'il est encore in utero, c'est possible. À côté de ça, il y a aussi différents modes de transmission, différentes voies de transmission. La voie de transmission ici peut être soit par voie sexuelle, soit par voie sanguine. Par voie sanguine, ici, on peut avoir, par exemple, les personnes qui utilisent les mêmes seringues pour se droguer, les personnes, par exemple, qui utilisent des instruments souillés pour tatouer des personnes, surtout lorsque comment dire, la durée d'utilisation des matériaux qu'ils ont eu à utiliser est très courte. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport. Ok. Je suppose que tu as par exemple écarté des cas particuliers comme des accidents qui peuvent survenir dans le domaine hospitalier ou même dans d'autres secteurs. Je prends peut-être un objet qu'on n'a pas bien stérilisé après avoir pratiqué peut-être un acte délicat chez une personne contaminée, peut-être sans le savoir. Voilà, justement, je classe en fait ça dans la voie, dans la voie sanguine. Ah, ok. Oui, dans la voie sanguine. À côté, par exemple, des cas comme les tatouages, les personnes qui se droguent, il y a aussi ces cas-là. Les accidents qui peuvent arriver en milieu hospitalier. Par exemple, un médecin ou alors un infirmier, ou du moins un personnel soignant, qui est en train d'administrer des soins à un patient porteur du VIH. En administrant des soins, il peut se piquer. Il peut se piquer avec peut-être l'aiguille. Et là aussi, on peut avoir une transmission. Donc, c'est possible. Ok. Maintenant, on va attaquer une partie assez coriace de la thématique. C'est comment, si on était dans un environnement purement médical, j'allais dire la physiopathologie, mais je veux dire, quelle est l'histoire du virus de l'extérieur, du futur infecté, jusqu'à arriver dans son corps et créer toutes les manifestations là qui vont faire en sorte que voilà, il chope la maladie, il commence à suivre un traitement et s'il suit bien son traitement, c'est bon, il vit paisible sa vie, mais s'il ne suit pas bien son traitement, il arrive dans les différentes complications que l'on connaît. Comment ça arrive? Ok. Il faut d'abord comprendre que le système immunitaire, c'est, comme on a dit au départ, c'est un peu comme la police dans nos différents milieux, ou alors comment on dit, le système de défense d'un pays. C'est la même chose, c'est exactement la même chose que nous avons dans notre corps. Il y a également un système de défense. Maintenant, ce système de défense-là est fait de plusieurs armées. Et nous avons une armée qui est faite on a d'abord une armée qui est innée, faite que nous sommes nés avec. Voilà, une armée qui est innée, que nous sommes nés avec. Et dans cette armée, nous avons nous avons la peau, qui est une barrière, qui est un système qui fait partie du système de défense. Nous avons également les muqueuses, donc tout ce qui tapisse nos joues, tout notre tube digestif et autres. Maintenant, à côté de ça, il y a les différentes sécrétions. Par exemple, nous avons la sueur, la salive, les larmes,
et bien d'autres sécrétions encore qui participent à la protection du corps. Ça entre dans le système inné. Maintenant, à côté de ça, nous avons aussi une armée, ça c'était une armée pour les barrières et les sécrétions. Maintenant, il y a des armées qui sont faites, qui sont constituées de cellules. Maintenant, parmi les cellules, nous avons des cellules qui sont, comment dire, des lymphocytes. Les lymphocytes de type B, les lymphocytes de type T. Ça a commencé. Voilà. Donc ça, ce sont des armées en fait. Oui. Oui, ce sont des armées. Je préfère parler d'armées pour qu'on puisse bien se comprendre. Oui. Donc c'est un peu comme dans le système de défense d'un pays où nous avons la police, où on a l'armée de terre, l'armée de l'air, ainsi de suite. Dans l'organisme, c'est exactement la même chose. Donc nous avons une armée qui est spécialisée dans, comment dire, une armée je ne vais pas dire de l'air et tout, mais il y a une armée qui est spécialisée dans, dans tout ce qui est, je dis ça comment? Bon, nous avons une armée de lymphocytes B, qui eux, ils sont spécialisés dans la sécrétion des anticorps. Donc, ils produisent en fait des balles. Okay. Ils produisaient les balles. Maintenant, nous avons une autre. Ce n'est pas l'arme qui tue, c'est la balle qui tue. En effet. Ok, donc les lymphocytes B produisaient les balles. Ils produisaient des balles qu'on appelle anticorps, qui vont entrer en contact en fait avec les agents agresseurs, un peu comme les terroristes dans un pays. Donc ici, ce sont des microbes. Donc, c'est bien de prendre ces exemples-là parce que Draufit Media parle chaque jour de ces thématiques. C'est bon. Justement, donc c'est exactement ça. À côté maintenant des lymphocytes B, de l'armée de ceux qui produisent des balles, il y a maintenant une armée qui est spécialisée dans l'attaque directe. C'est-à-dire, cette armée-là entre directement en contact avec l'agent agresseur. Comme des kamikazes. Exactement, comme des kamikazes. Donc, et cette armée-là est appelée les lymphocytes T, cytotoxiques. Ok. À côté de ces lymphocytes cytotoxiques, il y a une armée qui est spécialisée dans la réception, qui est chargée en fait d'orchestrer les différents, en fait, qui donne des ordres. Il y a un chef c'est un peu comme dans un pays, il y a le ministre de la Défense. Bon, je vais laisser le cas du ministre de la Défense, mais je vais prendre plutôt, je prends le cas du ministre de la Défense. Il y a le ministre de la Défense qui est le chef du gouvernement des armées. C'est le chef des armées, en fait. Donc, lui, par exemple, il donne les ordres aux différentes armées afin qu'ils puissent agir. Maintenant, dans l'organisme aussi, il y a un ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, ici, ce sont les lymphocytes T4, TCD4, autant pour moi, ou encore T helper. Donc, ceux-là sont spécialisés dans, comment dire, ils sont chargés en fait de donner des ordres, que ce soit au lymphocyte B, qui est chargé de produire des balles, que ce soit des lymphocytes T cytotoxiques, qui eux sont chargés de l'attaque directe, comme les kamikazes dont on a pris l'exemple tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Avant que ces deux armées ne puissent agir, il faut au préalable que le chef d'orchestre donne des ordres. Donc, ils ne peuvent pas agir sans que le chef d'orchestre n'ait donné l'ordre. Maintenant, ce qui arrive maintenant au sein de l'organisme, c'est quoi? C'est en cas d'infection à VIH. C'est que lorsque le virus entre, le virus est considéré comme un agent agresseur. Donc, c'est un peu comme un terroriste. Maintenant, la particularité du VIH, c'est que lui, il ne s'attaque pas aux armées. Il ne s'attaque pas à l'armée, un peu comme les terroristes font. Non. Lui, il s'attaque directement au chef d'orchestre. Donc, en détruisant en fait le chef d'orchestre, ça fait que l'ordre ne sera plus donné aux différentes armées d'agir. D'où, s'il y a par exemple d'autres microbes qui viennent au sein de l'organisme,
l'organisme n'aura plus d'ordre, les armées ne recevront plus d'ordre pour agir contre les agents agresseurs qui sont là. La conséquence qui vont s'en suivre, c'est qu'on aura de multiples infections qui vont être présentes. Donc, le virus du VIH, le VIH détruit le chef d'orchestre qui est le LTCD4. Une fois qu'il le détruit, ça fait que l'ordre ne sera donc plus envoyé et par conséquent, bienvenue l'apparition ou alors l'entrée des différents autres microbes qui, normalement, ne pouvaient pas entrer si le chef d'orchestre était présent. Donc, de façon simple, c'est comme ça en fait que l'infection à VIH entraîne des dégâts au sein de l'organisme. Maintenant, s'il faut parler, par exemple, de comment est-ce que ça fait pour entrer dans l'organisme et tout, bon, là, ça va vraiment être long. Et je pense que ça risque de perdre l'audience. En tout cas, rien qu'avec cette explication, on comprend facilement pourquoi on peut dire que, ok, celui-ci a une infection à VIH, celui-ci est porteur du VIH, ainsi de suite. Exactement. Je pense que c'est déjà suffisant. C'est à ce type de réponse que je m'attendais. Donc, ça, c'est la plus compréhensible possible, que chacun peut réinterpréter à son proche. C'est plus facile de comprendre. Ça veut donc dire ceci, pour ceux qui veulent un peu connaître de manière générale. Notre corps humain est sujet à de multiples infections. C'est-à-dire, même seulement dans votre maison, même si vous finissez de faire le ménage le plus parfait possible, même l'air qui circule n'est pas propre. Quand vous sortez, l'air que vous inhalez, les choses que vous touchez, ainsi de suite, en principe, tout ça, ce sont en fait des germes pathogènes, ce sont des microbes et autres. Mais nos différents organes sont dotés de cellules immunitaires qui permettent tout le temps de combattre justement ces différents éléments pathogènes là qui sont dans notre environnement. Donc ça veut dire, tu peux rester là, tu te sens bien. Mais en interne, c'est parce que tes cellules immunitaires sont en train de lutter pour, par exemple, éliminer des personnes que tu as peut-être saluées, tu n'as pas lavé tes mains et puis tu as mangé le pain, c'est entré par la bouche. Les cellules immunitaires de ce côté-là sont en train de lutter contre ça, que ce soit à partir de la bouche, jusqu'à l'estomac, peut-être jusqu'aux intestins, ainsi de suite. Il y a des mécanismes qui sont mis en marche pour éradiquer les différents germes-là. Raison pour laquelle vous allez voir que quand l'enfant vient de naître, on le protège beaucoup parce que justement son système immunitaire est encore en maturation. Et quand il atteint un certain âge, même quand il est enrhumé et tout, bon, on ne le traite pas forcément parce qu'on sait que même son propre système immunitaire peut déjà résoudre la maladie. Mais maintenant, quand vous comprenez bien l'explication du mécanisme physiopathologique de l'infection, en tout cas pour le peu qui a été dit, vous comprenez que s'il y a un germe pathogène, un virus, qui va aller attaquer directement la cellule de direction, qui va attaquer comment dire, le pentagone, s'il faut dire comme ça, le pentagone des cellules immunitaires, vous comprenez que le reste des armées ne va plus fonctionner parce qu'ils ne vont plus recevoir d'ordres, ils ne vont pas savoir quoi faire. Et c'est comme ça qu'ils se feront éliminer parce qu'on a supprimé l'entité la plus élevée sur le plan hiérarchique, si on peut dire comme ça. Et eux, ils ne seront plus en mesure de bien assurer leur fonction. Et c'est ça la survenue ou alors le début vers l'immunodéficience. Parce qu'on aura un système immunitaire qui n'arrive plus à lutter, qui n'arrive plus à répondre aux exigences. Et quelle est la conséquence? C'est que alors tous les trucs dont nous sommes en contact quotidien, en tout cas, ça va venir altérer notre organisme, altérer le système immunitaire. Exactement. Et on aura donc les différentes manifestations qu'on a qualifiées de syndrome. Donc, le syndrome comme étant les différentes manifestations qui vont présenter. Exactement. Et quelles sont, en parlant de manifestations, bon, je vais d'abord savoir, est-ce que dès qu'il se fait infecter, parce qu'il faut aller chronologiquement, dès lors qu'il se fait infecter, est-ce qu'à ce moment-là, il présente justement des manifestations? Bon, là maintenant, en termes de manifestations, ça dépend. En phase de primo-infection, parce qu'il faut le savoir, l'infection à VIH est stadifiée.
d'après l'OMS. Donc, il y a une phase de primo-infection, il y a une phase de un stade 2 ou une phase de latence carrément, et plus tard, on va entrer maintenant dans la phase, comment on dit, donc on a une phase de primo-infection, une phase asymptomatique, oui, et la phase d'après, c'est la phase de sida déclaré. Alors, maintenant, en phase de primo-infection, on peut ou ne pas avoir des symptômes. Mais si on a des symptômes, les symptômes vont être des symptômes banaux, comme par exemple une fièvre, comment on dit, des lombalgies, des myalgies, donc c'est-à-dire la personne peut présenter des douleurs musculaires. Bon, un tableau typique en fait ressemblant à un syndrome grippal. Ok. Oui. Donc là ça... Tu as été trop technique. Bon, On me dit à l'oreillette qu'on n'a rien compris. bon, en fait, ça va un peu, l'ensemble des signes que le patient va présenter vont ressembler en fait à la grippe. Ok. Oui. Il va se dire, bon, peut-être c'était le froid de la nuit. Exactement. Oh, et pourtant, ce n'est pas ça. Maintenant, il y a une phase asymptomatique. Une phase asymptomatique qui est quand même durable. Donc la personne, une fois que la personne a été infectée, la personne va rester pendant longtemps sans toutefois présenter de symptômes particuliers. Donc elle va rester par exemple là comme ça et tout. Mais plus tard, ça va commencer, les manifestations vont commencer à apparaître lorsque la personne sera déjà à un stade avancé. C'est même pour cette raison que la plupart des patients, parfois qui arrivent à l'hôpital, qui viennent consulter, viennent généralement dans des stades qui sont avancés. Je vais par exemple prendre le cas du stade 3 de l'infection à VIH. Dans le stade 3 de l'infection à VIH, là, on est déjà, bon, c'est vrai que là, ce n'est pas encore vraiment un stade de sida déclaré, mais il y a déjà des manifestations, il y a des manifestations qui sont, en fait, c'est déjà un stade avancé à partir du stade 3. Stade 3, stade 4, ce sont des stades qui sont déjà avancés. Maintenant, dans le stade 3, le patient peut venir consulter, par exemple, pour une diarrhée chronique. Il peut venir consulter, par exemple, pour un syndrome, pour une anémie. Il peut peut-être venir consulter, peut-être pour une fièvre qu'il fait depuis peut-être longtemps. Il peut peut-être venir, il présente par exemple un tableau typique d'une tuberculose pulmonaire. Maintenant, s'il vient dans ce tableau-là, surtout lorsque le patient se présente avec une fièvre qui date de depuis longtemps, une diarrhée chronique, là, il faut rechercher également une cause d'infection à VIH, parce que c'est très souvent associé. Donc, à côté peut-être de la diarrhée, devant par exemple un tableau de quelqu'un qui fait une tuberculose pulmonaire, là je parle vraiment pour les personnels soignants. Okay. Donc pour quelqu'un par exemple qui fait une tuberculose pulmonaire, il est recommandé de faire un détermine pour savoir si effectivement, pour classifier en fait la tuberculose. Parce qu'il y a des patients, par exemple, qui font des tuberculoses sans VIH et il y en a d'autres qui font des tuberculoses avec VIH. Alors, pour typer ces deux individus, il est recommandé de faire un détermine afin de les classer. Donc, une fois qu'on les a classés, là, on pourra savoir. Ça, c'est dans le stade 3. Et toujours dans le stade 3, la personne peut se présenter avec un amaigrissement qui est vraiment prolongé. Et je vais revenir, je m'attarde justement là-dessus parce que la plupart des patients qu'on a eu à recevoir à l'hôpital, très souvent venaient dans des tableaux soit de tout chronique, tout au-delà peut-être de 3 semaines. Il vient par exemple avec une fièvre qui date peut-être depuis 3 mois. Il vient par exemple avec cette toux, fièvre, asthénie physique, amaigrissement. Il vient avec les dyspnées. Un tableau typique d'une tuberculose. Maintenant, face à et avec aussi un amaigrissement important, supérieur à 10%. Lorsque vous avez déjà seulement amaigrissement, si le patient vous dit qu'il fait une diarrhée,
S'il y a une diarrhée, vous mettez la diarrhée. Ou alors s'il n'y a pas la diarrhée, mais qu'il a une fièvre qui date d'amaigrissement, amaigrissement de plus de 10% avec une fièvre chronique, il faut faire automatiquement. Donc ce sont des critères majeurs devant lesquels il faut absolument faire un déterminement pour pouvoir savoir si le patient ne fait pas une infection à VIH ou non. Et la plupart des patients en fait, qu'on a eu à recevoir venaient avec presque les mêmes tableaux cliniques. Donc ils venaient avec un tableau ressemblant un peu à la tuberculose. Toux chronique, fièvre chronique, parfois asthénie physique, amaigrissement de plus de 10%. La plupart venaient justement dans ces tableaux-là et on n'hésitait pas à penser à une infection à VIH. Donc, on mettait toujours comme diagnostic de suspicion infection à VIH. Alors, à côté de ça, le patient peut ne pas peut-être venir dans ce tableau-là, mais vient déjà à un stade de sida déclaré, c'est-à-dire où nous avons les manifestations typiques des infections opportunistes. Par exemple, le patient vient avec une méningite suite au Cryptococcus neoformans, qui donne ce qu'on appelle généralement la cryptococose méningée. À côté de ça, le patient peut par exemple venir dans un tableau de tuberculose extrapulmonaire. Il peut peut-être venir avec un sarcome de Kaposi. Déjà, si vous avez déjà un sarcome de Kaposi associé, soit c'est un sarcome de Kaposi ou alors que ce soit une cryptococose méningée, devant les deux cas, en tout cas, le diagnostic de VIH-Sida, d'infection à VIH-Sida ou alors de Sida n'est pas... C'est en fait ça le diagnostic probable à poser. Donc, voilà un peu de l'appareil clinique. Exactement. Donc voilà de façon globale les différentes manifestations cliniques qui peuvent en découler. Les manifestations, ce qu'il faut savoir, c'est que les manifestations cliniques vont être beaucoup plus associées, vont faire suite aux infections opportunistes qui se sont installées. La plupart du temps, ce n'est pas trop direct. Ce n'est pas trop secondaire à l'infection à VIH de façon directe. C'est souvent indirectement. Donc, ça crée une immunodéficience et les germes qui sont autour. J'ai par exemple parlé de la tuberculose tout à l'heure. Le BK, il trouve un terrain d'immunodépression propice à sa multiplication. Il va se multiplier. L'isospore abeli, qui est un parasite, va aussi trouver un terrain qui est propice à son développement. Il va se développer. La toxoplasmose, le toxoplasma gondii, qui est aussi un germe opportuniste, lorsqu'il trouvera un terrain d'infection à VIH, ce qu'il fera, c'est juste continuer sa multiplication et tout, et entraîner une toxoplasmose. Il y a encore plusieurs autres germes qui n'attendent que une situation d'immunodépression pour venir s'installer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a des germes, ces germes opportunistes sont à nous. Sauf que nous ne faisons pas la maladie tout simplement parce que notre système immunitaire est fort. En effet. Il y a des germes dormants. Exactement. Ces germes-là sont à nous. Donc il suffit même le bacille de Koch est présent dans nos poumons. Ils n'attendent qu'une situation d'immunodépression pour pouvoir se multiplier et attaquer l'organisme. Je vois. Et ça veut donc dire que pour celui qui n'est pas encore infecté, même celui qui est aussi infecté, il faut prendre des dispositions au quotidien pour préserver son immunité, c'est-à-dire tonifier, je veux dire quoi, booster entre guillemets son système immunitaire. Exactement. Comment on fait dans notre environnement pour fortifier son système immunitaire? Parce que j'estime que pour qu'il y ait infection, c'est vrai, ça va dépendre de la charge virale. Il faut que la charge virale soit quand même assez élevée. Mais ça dépend aussi de l'état immunitaire du patient. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est en pleine forme ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est même déjà affaibli peut-être par une maladie ou alors qui ne prend pas soin de son immunité. Donc, n'a pas peut-être une alimentation, un style de vie qui va lui donner une immunité assez prête pour se battre contre
des infections et autres. Comment on fait pour forger son système immunitaire pour un jeune, pour n'importe qui? C'est que pour booster le système immunitaire, premièrement, il faut bien s'alimenter. Donc tout passe d'abord par l'alimentation parce que le système immunitaire, c'est vrai qu'on le dit, on parle de système, mais il est fait de plusieurs cellules. Certes, il y a plusieurs organes qui sont là, mais à l'intérieur, lorsqu'on entre sur le plan microscopique de ces différents organes, de ce système, ce sont des cellules qui sont là. Alors, ces cellules se nourrissent. Ces cellules se nourrissent. Elles se nourrissent de glucose, elles ont besoin d'énergie pour pouvoir assurer la défense. Pour revenir par analogie, hein, pour revenir à notre système de défense que nous avons dans nos forces armées, que nous avons dans nos pays, autant pour moi, pour que ces systèmes de défense puissent agir, pour qu'ils puissent répondre vraiment aux ordres qui ont été donnés, il faut de l'argent. Il faut qu'ils soient payés. Il faut qu'ils mangent. Maintenant, une fois que les réserves énergétiques sont présentes, ils peuvent facilement assurer leur fonction. Ils peuvent faire assurer la mission qui leur a été donnée. Alors, c'est la même chose avec notre système immunitaire. Donc, tout passe d'abord par l'alimentation. Une bonne alimentation, une alimentation riche en glucides, en protéines et même en lipides. C'est cet ensemble de nutriments qui vont assurer qui vont booster le système immunitaire. Maintenant, à côté de ça, il y a des substances qui peuvent renforcer le système immunitaire, notamment la vitamine C, par exemple. La vitamine C aussi, c'est une substance antioxydante qui vient renforcer le système immunitaire. Ça ne vient pas forcément stimuler le système immunitaire afin qu'il puisse assurer la défense, comme beaucoup le pensent. Ça vient plutôt limiter les stress oxydatifs pour limiter aussi ces dégâts-là sur les cellules immunitaires. À côté de ça, il y a des aliments comme l'avocat qui contiennent aussi des substances qui sont antioxydantes. Contiennent des substances antioxydantes qui, comme la vitamine C, vont aider le système immunitaire. Il y a aussi, faut aussi du sport. Et tout ça aussi, ça contribue aussi à maintenir le système, l'organisme de façon générale d'abord en forme et par ricochet aussi aider le système immunitaire parce que un organisme aussi qui ne fait pas du sport, bon, il peut aussi avoir comment dire, la production de mauvaises graisses. Oui, voilà, la production de mauvaises graisses, la production peut-être de certaines substances qui sont peut-être toxiques, qui peuvent altérer la fonctionnalité du système immunitaire. Donc, bien s'alimenter, faire des exercices physiques aussi, ça concourt à booster notre système immunitaire. Donc, et aussi bien dormir. Bien dormir. C'est vrai que le sommeil va beaucoup plus jouer au niveau du cerveau, mais le cerveau donne aussi des commandes. Donc c'est un peu comme le président de la République qui donne des ordres au ministre de la Défense et le ministre de la Défense continue le trajet. En effet. Ok, merci déjà pour ces différentes informations. Et maintenant, je souhaite justement qu'on arrange, je veux dire quoi, qu'on parle du principe selon lequel le sida ne tue pas. C'est-à-dire, pourquoi on pense que, ou alors on déclare que le sida ne tue pas. Parce que le public non éduqué, scientifiquement parlant, en tout cas sur cette thématique particulière, prend le sida pour une maladie et se dit que, ok, il est mort de quoi? Il est mort du sida. Alors que techniquement, on ne meurt pas du sida. Il y a des facteurs qui nous emportent, mais on ne peut pas dire qu'il est mort du sida. On peut voir que, ok, dans ses antécédents, c'était une personne qui était PVV, porteuse du virus du VIH. Quand on dit le sida ne tue pas, qu'est-ce qui tue alors? Ou alors quand on dit le sida ne tue pas, c'est pourquoi? Bon, pour répondre de façon simple, lorsqu'on a donné des explications concernant le terme sida, on a eu à dire que c'est un ensemble de signes
qui sont secondaires ou alors qui sont dus à une destruction du système immunitaire et qui est fait de façon acquise, donc qui s'acquiert. Alors, juste partant de là, on comprend que le système immunitaire est défaillant. Donc, ce qui est censé nous protéger est en fait défaillant. Ce qui fait que ça laisse maintenant un boulevard. Une fois qu'il n'y a plus la protection, ça laisse un boulevard maintenant à qui veut s'installer, s'installe. Donc, une fois maintenant que ces différentes infections, ces différents microbes, autant pour moi, vont s'installer, ils seront, comment dire, ils vont avoir le champ libre pour pouvoir attaquer comme ils veulent. Alors, le sida ne tue pas, à mon sens, peut-être pour dire que une fois que la personne, ce n'est pas le fait que le système immunitaire soit défaillant. Bon, ce n'est pas le système, ce n'est pas l'immunodéficience qui tue de façon directe. Je préfère le dire ainsi. Voilà. Ça ne tue pas directement. Non. Ça laisse un carrefour. Si peut-être il n'y avait pas d'infection opportuniste, bon, là, on est tout à fait clair qu'il ne devait pas forcément avoir un problème. Oui. C'est un peu comme, si pour revenir par exemple avec l'exemple du système de défense dans un pays, comme on le faisait tout à l'heure. Supposons qu'un pays est là et que le système de défense, tout a été détruit. Il n'y a aucune armée. Un pays sans armée. Un pays sans armée, justement. Et qu'il n'y a pas de terroristes. Et qu'il n'y a pas peut-être... Et que la population est civilisée. Personne ne se lève pour faire n'importe quoi et tout. C'est une nation qui peut prospérer. Justement, c'est une nation qui peut prospérer. Et dans ce sens-là, il n'y aura pas vraiment de problème. Mais bon, l'être humain étant ondoyant et divers, ça peut arriver que de fois, bon, les choses tournent au vinaigre. Donc, justement, il faut impérativement un système de défense pour bloquer cela. Okay. Maintenant, si cette tension-là commence à se lever et que nous n'avons pas d'armée, bon, là, ça va créer des troubles au sein du pays. Okay. C'est la même chose maintenant avec l'organisme. Le fait qu'il n'y ait pas de système immunitaire, certes, c'est d'abord dangereux. Parce que si il y a une infection, s'il y a un germe qui commence à se développer et à détruire un organe particulier, bon, il n'y aura rien qui va l'empêcher de faire son travail. Donc là, ça sera nocif. Donc, en réalité, ça ne tue pas de façon directe, mais ça tue aussi. Oui, oui en réalité, non, ça tue parce que... C'est genre, le sida rend vulnérable. Exactement. Rend l'organisme vulnérable. Maintenant, les maladies opportunistes viennent achever la personne. Exactement. Donc, c'est lui qui donne la passe décisive. Exactement. Et les infections opportunistes viennent clôturer. Exactement, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai aimé la phrase que tu disais tout à l'heure que le VIH, ce sont les infections opportunistes. Quand on dit par exemple qu'une personne qui était porteur du VIH est morte de quoi? On ne va pas forcément dire qu'il est mort du sida. On dira que en fait, il est mort, par exemple, il a eu une si c'est peut-être la toxoplasmose, il a fait une toxoplasmose sur VIH, ou alors c'est telle infection opportuniste sur un terrain de VIH, sida, qui a entraîné ça. Donc, en fait, c'est ça qui l'a tué. Comment dire, le système immunitaire est déjà défaillant. Donc, le sida il a déjà le sida. Maintenant c'est la maladie. Exactement, c'est le terrain qui a été favorable. Maintenant, le terrain est déjà là. Il suffit maintenant qu'il y ait, par exemple, comment dire, un germe externe, par exemple le toxoplasme gondii, qui s'invite à la table et commence maintenant à se multiplier de façon rapide là et détruire. Bon, c'est vrai que là, il va former un sida, un syndrome d'immunodéficience humaine. Mais on dira qu'il a fait une toxoplasmose, ou alors, si c'est la cryptococose méningée, on dira qu'il a fait une cryptococose méningée sur un terrain de VIH-Sida. Je vois. Voilà, ça c'est vraiment dans le sens d'éduquer un peu plus les familles des malades, les malades, ainsi de suite, parce que
on a une mauvaise manière d'interpréter souvent le tableau du décès. Ou alors, je vais dire les circonstances de décès. Si je me souviens bien, en santé publique, il y avait, comment dire, la démarche à suivre pour pour établir un carnet de décès, où on va donner le tableau du décès, les circonstances du décès, les conditions dans lesquelles la personne est décédée au moment même. Donc, ça veut dire quoi? Ils peuvent venir parce qu'il souffre du diabète. Le diabète est la maladie de base. Maintenant, plus tard, au service, il a fait peut-être une cardiopathie, peut-être une insuffisance cardiaque. Voilà, exactement. OK. Exactement. Et maintenant, le jour où il décédait, il a fait peut-être une désaturation. Il avait des difficultés respiratoires et comment dire, il ne parvenait pas à retrouver une bonne respiration. Et peut-être on s'est rendu compte qu'il était peut-être en train de faire un œdème aigu des poumons. On comprend donc que, OK, c'est l'œdème aigu des poumons qui l'emporte, qui survient sur la cardiopathie. Et le tout, c'est en fait dû au diabète, qui est la maladie de fond pour laquelle il est venu, mais pas pour laquelle il est décédé. Exactement. Voilà. Donc, dire peut-être qu'il est décédé de diabète, c'est une partie de la vérité. Exactement. Mais sinon, il y a... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le sida, c'est déjà intéressant. Si tu dis par exemple que j'ai le sida, bon, ok. Mais maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu as peut-être le sida? Il y a, par exemple, tu dois peut-être avoir les manifestations d'une maladie peut-être précise ou alors de plusieurs autres maladies. Par exemple, j'avais, quand je faisais, je crois que c'était G2, il y a un monsieur, par exemple, qui est décédé d'une cryptococcose méningée. Donc, lui, par exemple, on ne va pas dire que il est mort du sida. Ou alors il est mort du syndrome d'immunodéficience acquise. Non, il n'est pas mort de ça. Il est mort de la cryptococcose méningée. Le sida, comme on dit, ce n'est qu'un syndrome. Oui. Maintenant, le diagnostic pour lequel il est décédé, le nom de la pathologie, c'est la cryptococcose méningée. Maintenant, les éléments en faveur, tu vas me dire sida. Ok. C'est important de mettre vraiment cette pause pour améliorer notre vocabulaire ou alors notre raisonnement de comment on comprend quelle est la maladie sous-jacente ou alors quel est l'état sous-jacent du patient et qu'est-ce qui s'est installé après au point d'emporter le malade. Maintenant, chez celui qui porte donc la maladie, quelles sont les démarches pour lui faire comprendre que tu fais toujours partie de ce monde, tant qu'il y a la vie, il y a espoir, et par la suite justement, comment on traite? Ou alors, quelle est la mission de la médicamentation qu'on donne aux patients? Qu'est-ce qu'ils vont aller effectivement faire pour que on puisse l'accompagner? Et dernière question, je veux vraiment aligner ça comme ça, puisque c'est avec ça qu'on va finir la rencontre. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des moyens de traitement complet de ce syndrome? Ou alors, je veux dire du VIH-Sida. La personne vivant avec le VIH, ce n'est pas une personne qui est différente des autres. Sur le plan, hormis le côté qu'il a un système immunitaire qui est défaillant, ça n'empiète en rien le fait peut-être qu'il soit, s'il est par exemple ton frère, le fait qu'il soit ton frère, que vous, comment est-ce qu'on va dire, justement, ça ne le déshumanise pas. Il reste un humain. Il reste un humain, sauf que c'est un humain dont le système immunitaire n'est plus compétent, contrairement au tien. Donc ça veut dire que cette personne est plus vulnérable que toi. Maintenant, tu ne vas pas... Tout passe même d'abord par l'éducation, en fait. L'éducation, premièrement, d'abord, de la population générale. La population générale sur la maladie, sur l'infection à VIH-Sida. Il faut qu'on cesse de croire que ces personnes qui sont porteurs d'une infection à VIH-Sida, ce sont des personnes inhumaines avec lesquelles on ne peut pas vivre, avec lesquelles des personnes qui, sur le plan de la société, ne peuvent rien apporter. Non, elles peuvent apporter des choses. Elles peuvent apporter beaucoup de choses même. La seule différence, c'est qu'il y a certaines expositions
auxquelles il y a des choses, par exemple, qu'elles sont beaucoup plus sujettes de développer que toi, parce que toi, tu es compétent sur le plan immunitaire. Alors, il faut également que lorsqu'on aborde le patient vivant avec le VIH-Sida, qu'on ait quand même beaucoup de tact, parce que ce sont des personnes qui sont déjà stigmatisées dans leur population ou même dans leur résidence. Donc du coup, en causant avec eux, il faut ce qu'on appelle généralement le counseling. Donc il faut vraiment discuter de façon minutieuse pour les amener d'abord à accepter leur maladie et une fois par exemple qu'elles ont accepté leur maladie, leur mettre en fait sur la voie du traitement afin qu'ils puissent prendre le traitement, leur expliquer de façon globale ce qu'il faut faire, ce qui va être fait et tout le reste. Donc, premièrement, d'abord, commencer même, en fait, ça c'est ma façon de penser. Commencer d'abord par éduquer la population sur la maladie infectieuse à VIH-Sida. Commencer à les éduquer afin qu'ils puissent éviter les stigmatisations. Parce que c'est même ça qui freine souvent le protocole de prise en charge de cette affection. Alors, maintenant, sur le plan de la prise en charge, généralement, le but en fait de la prise en charge, c'est tout simplement de réduire en fait la charge virale, donc diminuer la quantité de virus de VIH dans l'organisme et à côté de ça, d'augmenter le nombre de cellules CD4 qui avaient été détruites par le VIH. Donc maintenant, à côté de ça aussi, traiter les maladies opportunistes et s'il y a par exemple des comorbidités, il faudra traiter. Mais les deux principes de prise en charge ici sont premièrement d'abord réduire la quantité de virus ou encore la charge virale et deuxièmement d'augmenter le nombre de cellules CD4 ou alors restaurer le système immunitaire. Donc c'est ça de façon globale le principe de prise en charge de ça. Et tout passe vraiment par d'abord une bonne sensibilisation des personnes ne vivant pas avec le VIH et des personnes vivant avec le VIH pour que ces personnes-là puissent encourager ceux qui vivent avec le VIH à prendre les médicaments. Parce que ce sont les médicaments vraiment qui sauvent. Si tu ne prends pas les médicaments, la charge virale sera toujours élevée et l'immunodéficience sera toujours persistante. Par conséquent, le risque de faire des infections opportunistes est également très élevé. Et la mort n'est pas loin de là. Comme j'ai dit au début, j'ai récemment vécu une situation d'une dame qui, elle est partie tout simplement parce que en fait, c'est quand j'ai vu cette situation que j'ai compris que cette maladie est vraiment dangereuse. Donc, ce n'est pas vraiment à négliger. Elle est vraiment, vraiment dangereuse. Vraiment dangereuse. Donc, il faut éduquer la population dessus. Vraiment l'éducation. Vraiment l'éducation. Et je crois que avec l'objet de l'OMS de l'année dernière, récent, c'était celui-là je crois si je me rappelle bien, c'était des droits. Bon, il était question en fait justement de dire en fait aux patients qui sont exactement qu'il a des droits, donc il est libre si peut-être il peut dénoncer, il peut dénoncer au cas où par exemple il y a des personnes qui le stigmatisent face à sa maladie et tout, il peut dénoncer et généralement lorsque ces personnes-là, il y a des pays par exemple qui ont des amendes. Qui donnent des amendes ici, je crois ici en RDC c'est dans peut-être les 8 000 $, un truc comme ça. Au Cameroun c'est pratiquement dans les 500 000 francs CFA avec une peine, on peut même t'emprisonner avec une peine allant de 3 ans à un truc comme 5 ans. Mais à la moyenne généralement c'est 3 ans dans les deux pays, RDC comme Cameroun.
Donc, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et à nous aussi de les encourager si on veut limiter, si on veut atteindre l'objectif de l'OMS en 2035, qui est celui-là d'avoir 0 patient vivant avec le VIH. Bien sûr, ce n'est pas dans le sens où peut-être les personnes qui ont le VIH ne seront plus porteurs du virus, mais dans le sens où, exactement, il n'y aura plus de nouvelles infections. Il n'y aura plus de nouvelles infections. C'est exactement ça. Bon, je vais te poser une question avec laquelle on va clôturer. C'est le logo que tu as au niveau de la poitrine. Pourquoi c'est rouge et pourquoi ça se situe à ce niveau-là? Bon, voilà, exactement. Ce logo, ce ruban, okay. je vais le dire comme ça, c'est un signe de soutien aux patients vivant avec le VIH-Sida. Maintenant, il est porté à gauche. Normalement c'est vrai que ça à gauche, mais il y en a qui le mettent directement tout droit, près de juste là, derrière, au niveau du sternum. Oui. Bon, c'est vrai que c'est à gauche. Le cœur aussi est aussi un peu du côté. Il est beaucoup plus à gauche. Alors, on le porte généralement à gauche ou alors près du cœur pour montrer le soutien indéfectible que nous avons face aux personnes vivant avec le VIH. Donc, nous sommes avec vous et on vous encourage à continuer de prendre vos médicaments parce que c'est grâce à ça que vous allez aller loin. Et ce qu'il faut aussi qu'on dise à ces personnes, c'est que le traitement ce n'est pas pour un jour, c'est un traitement qui est à vie. Alors, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir limiter les risques de développer des maladies opportunistes, prenez vos médicaments, nous sommes avec vous et tout. Et la coloration rouge, c'est pour rappeler aussi que bon, ça représente le sang. Oui, le sang, la coloration rouge et bon, tout ce qui est quand même sang, c'est toujours dans le sens peut-être soit d'une alerte que c'est vraiment présent et dans le sens toujours de renforcer cette alerte-là, que nous sommes avec vous. On vous soutient, on vous encourage à continuer votre combat. Ok, merci pour cette rencontre. C'était un plaisir de te recevoir et de parler de cette thématique en fonction. Merci. S'il y a des questions par rapport à la thématique que nous avons traitée, si vous estimez qu'il y a des zones d'ombre, alors des points qui n'ont pas assez été étalés pour faciliter la compréhension, n'hésitez pas à mentionner en commentaire. Et dans la description, nous allons laisser un lien qui permet de retrouver des documents qui parlent de cette même pathologie afin de mieux la connaître. Parce que le meilleur moyen de se défendre contre quelque chose, c'est déjà de connaître cette chose. Et parfois, nous tombons malades par ignorance pour des maladies qu'on aurait pu éviter. Donc, c'était une rencontre que j'estime bénéfique. Donc, en fait, j'estime qu'elle a été bénéfique pour vous parce que moi, j'ai beaucoup appris, j'ai aussi beaucoup révisé et je pense qu'on va se donner ce travail au quotidien, justement, de vous sensibiliser, de vous informer des différentes thématiques qui peuvent permettre d'améliorer vos qualités et vos conditions de vie. Et c'était l'objectif aujourd'hui autour du sida comme maladie, entre guillemets, mais vous avez très bien compris selon le raisonnement. Donc, si je m'amuse même à dire que le sida comme maladie, vous comprenez un peu dans quel contexte. Il y a la compréhension profane et il y a la compréhension scientifique. Et dans la vidéo, on a essayé de faire l'équilibre et je pense que vous comprenez. Si quelqu'un fait un lapsus en public, vous saurez dans votre tête que, bon, lui, il peut dire ça, je peux comprendre, mais selon l'explication qui a été donnée, voilà où je dois situer cette expression en interne. Et l'idée était justement de vous informer au mieux sur cette pathologie et nous estimons que vous êtes donc plus informés. On se dit à la vidéo prochaine. Au revoir. Ciao. Vous rêvez d'écrire un livre, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes écrivain en herbe,
Entrepreneurs cherchant à partager votre expertise ou simplement passionnés d'écriture. Drawfit Édition présente son coaching privé sur l'écriture de livres, une formation en ligne conçue spécialement pour vous. Avec un accompagnement individuel, bénéficiez de conseils personnalisés, de techniques éprouvées et d'un suivi adapté à votre rythme. Et donnez vie à vos projets littéraires. Écrivez juste au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Drawfit Édition, la maison des porteurs de rêves.